Ce soir, j'avais envie de parler, de ces différentes étapes du changement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fondé en fait, conscient.ch autour des activités, d'énergétique, de bioénergie et puis de géobiologie. Donc ça fait, maintenant à peu près 10 ans que j'évolue et je me déplace en fait dans différents lieux pour aider, les différentes personnes qui ont des difficultés, dans leurs appartements, dans leur maison. J'utilise différents outils et différentes techniques qui permet qui permettent en fait de prendre conscience des dynamiques de l'invisible, de notre rapport à nos lieux et puis aux différents contextes. Et puis, j'aide, les personnes donc à pouvoir, être, mieux dans leur habitat, plus conscients aussi de ce qui les motive et puis du chemin qu'ils peuvent faire avec leur lieu. Et puis, en parallèle, je donne en fait des formations de bioénergie aussi. Et là, c'est vraiment le rapport à la conscience de soi, le rapport, qu'on a avec, ses flux intérieurs, son corps, et tout ce qui est aussi effectivement subtil à l'intérieur de de nos dynamiques. Et puis finalement, je fonctionne de manière assez, pragmatique et terre à terre, même si on parle souvent d'énergétique. Et mon but est d'observer en fait les liens qu'il y a entre la dimension psychologique et la dimension en fait de la circulation générale d'énergie dans le corps. Et en parallèle des formations que je donne, je propose aussi des bilans et des coachings à domicile, dans mon cabinet, pour pouvoir accompagner des gens sur un court terme ou un moyen terme, ou voire parfois un plus long terme quand c'est absolument nécessaire, et que justement les dynamiques de transformation et de changement euh, ont parfois en fait des va-et-vient et des moments et des hauts et bas, comme on dit. Voilà. Euh, c'est vrai que le monde de la géobiologie et le monde de la bioénergie, c'est quelque chose qui s'apparente plutôt au monde ésotérique. Ça veut dire qu'on est un petit peu en lien avec ces fameuses énergies subtiles dont il est parfois pas évident d'en parler ou de décrire en fait exactement ce qui s'y passe. J'essaie d'avoir comme je l'ai dit, une vision assez terre à terre, assez ancrée de ces dynamiques-là. Et puis, j'y ai découvert, en fait, dans mes pérégrinations, dans les différents cours que j'ai pu prendre, et aussi lié à mon ancienne activité, puisque certains savent que j'ai travaillé pendant quelques années dans le théâtre, dans le monde du théâtre, dans le monde de l'écriture aussi, où j'ai dû me pencher, en fait, sur ce qu'on appelle les grandes lignes et les grandes lois qui constituent finalement les chemins et les cheminements de l'être humain, à travers ce qu'on appelle le voyage du héros, le parcours alchimique dont je vais vous parler justement ce soir, et puis aussi des dimensions un petit peu plus psychologiques, comme justement les étapes du changement de Kübler-Ross, qu'on va aussi un petit peu aborder. Et puis, de fil en aiguille, ma curiosité m'a amené à finalement mettre ces différents paradigmes en lien. Ça veut dire que pour moi, ce qui m'importe, en fait, c'est pas d'être soit d'un côté seulement que dans la psychologie, seulement que dans l'énergétique, uniquement en fait dans la science. C'est que moi, mon moteur, c'est vraiment les ponts et les liens entre les différentes dynamiques et techniques aussi, les différents outils, les différentes approches. Et j'ai petit à petit emmêlé les choses. Enfin, la vie m'a amené à emmêler en fait certains éléments. Et pour moi, finalement, ce que je fais aujourd'hui en accompagnant les gens, ben, parfois je retrouve ce que je faisais quand j'étais metteur en scène, quand je dirigeais des comédiens, quand j'écrivais aussi, puisque quand on écrit des scénarios, des scénarii, on doit se pencher sur l'humain, sur les enjeux d'un être humain quand il évolue, quand justement il se trouve confronté à des éléments déclencheurs qui nous amènent euh, hors de notre zone de confort. Et c'est là que débute en fait la grande aventure humaine qu'on rencontre
dans de nombreux films, dans de nombreuses séries que vous regardez aujourd'hui avec plaisir, car il y a toujours en fait un effet miroir ces grandes épopées théâtrales ou filmées en rapport en fait avec soi-même. Aujourd'hui, on va commencer je vais commencer par vous expliquer un tout petit peu ce que sont ces trois grandes étapes, ces trois grandes lois qu'on trouve dans l'alchimie du Moyen Âge. Je ne vais pas beaucoup m'étaler sur les historiques en fait des différentes sources parce qu'on n'a pas énormément de temps. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse ensuite interagir ensemble sur ce que j'aurais expliqué là. Mais l'alchimie, en fait, est une science occulte du Moyen Âge qui s'est penchée, en fait, sur le rapport qu'il y a entre la matière et la spiritualité. Et les alchimistes sont connus pour chercher, en fait, à l'époque, à transformer le plomb en or et donc à utiliser des processus tant matérialistes, c'est-à-dire physiques, et également spirituels pour pouvoir se mettre en quête de ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle toujours à l'époque, la pierre philosophale. Alors, quand on regarde l'alchimie du point de vue matérialiste, eh ben, on va finalement se dire, ah, mais est-ce que c'est vraiment possible d'obtenir de l'or et de transformer vraiment la matière? En l'occurrence, ben, il y a eu des chercheurs qui ont approché en fait la transformation de la matière de manière assez spectaculaire, mais sans jamais vraiment découvrir ce Graal qu'est la pierre philosophale. Alors, pour pouvoir aujourd'hui parler de l'alchimie d'un point de vue, je dirais plutôt symbolique ou psychologique, c'est un peu grâce à Carl Gustav Jung, le psychanalyste connu suisse, qui lui, en fait, s'est penché sur ces doctrines moyenâgeuses ésotériques et il en a extirpé la substantifique moelle plutôt symbolique. Ça veut dire qu'il s'est dit, mais si dans ses écrits, il y a des métaphores à en tirer, comme par exemple des écrits orientaux ou bien même de la Bible, eh ben, lui, il s'est penché vraiment sur cette puissance métaphorique plutôt que de prendre au pied de la lettre ces explications des alchimistes. Et c'est aujourd'hui ce qu'on va faire. Ça veut dire qu'on va, on va ensemble tenter d'observer comment est l'être humain dans ces dynamiques de changement, éclairé par la conscience de ces grandes lois alchimiques qu'on retrouve en permanence finalement dans notre quotidien. C'est quelque chose qui est inscrit tout le temps, systématiquement dans les rythmes de la vie, dans tout ce qu'on traverse. Ce qui est intéressant, en fait, avec ce genre de moteur, c'est qu'on retrouve finalement des dénominateurs communs, des grands mouvements. Et puis, ben, je vais vous expliquer ces trois grands mouvements maintenant. Pour comprendre l'alchimie, il faut utiliser le mot œuvre, les œuvres, comme l'œuvre d'art. Et il y a trois grands mouvements qu'on trouve dans l'alchimie. Le premier mouvement, on l'appelle l'œuvre au noir. Le deuxième mouvement qu'on rencontre dans l'alchimie, on l'appelle l'œuvre au blanc. Et le troisième mouvement, c'est l'œuvre au rouge. Et avec ça, il y a à peu près tous les grands mouvements de notre vie qui s'expliquent. Je vais commencer par l'œuvre au noir. Et l'œuvre au noir, c'est le mouvement de la mise à terre. Ça veut dire que c'est un moment dans tout processus de transformation et de changement. Ça veut dire qu'on va se débarrasser de quelque chose qui n'est plus utile pour nous. On va mettre à terre, on va dissoudre la matière quand on fait de l'œuvre au noir. Je vais prendre l'exemple basique une fois qu'on a mangé, eh ben, on va éliminer en fait les déchets de ce que le corps ne va plus désirer conserver.
Et puis, dans tout processus de transformation, on le verra après avec des exemples très précis, même si c'est des processus non physiques, il y a une élimination d'un concept ou d'un élément en fait qui n'est plus utile pour nous. Et cette œuvre au noir, eh ben, elle explique qu'on va séparer la matière, séparer les molécules pour pouvoir se débarrasser de ça. Alors, l'être humain le fait, les animaux le font, mais toute la vie le fait également parce que dans le macrocosme, il y a aussi des grands mouvements, comme par exemple des explosions au niveau des étoiles, etc., où en fait la matière va se séparer. Les molécules, les atomes vont ne plus rester ensemble pour pouvoir vivre en fait d'une certaine manière une autre aventure. L'œuvre au blanc, c'est un mouvement qui est plutôt ascendant. L'œuvre au blanc nous explique l'alchimie. C'est un mouvement où en fait on va s'élever, une fois qu'on a fait de l'œuvre au noir, pour aller chercher la nouvelle information dans les plans immatériaux. Ça veut dire qu'on va utiliser en fait des aptitudes comme par exemple la pensée pour pouvoir aller chercher une nouvelle information ailleurs. Après, je vous expliquerai avec des exemples très, très clairs. Par exemple, dans le cas de prendre un repas et de manger, eh ben, une fois qu'on a éliminé, on va se nourrir d'autres choses et avant même de manger, on va penser au prochain repas. Ça veut dire qu'on va se connecter à travers finalement le champ des possibles à travers nos envies, on va se dire, tiens, maintenant, j'ai envie d'une pomme. Ça veut dire qu'on va avoir d'abord l'idée de la pomme avant de commencer à manger la pomme. Et ça, c'est l'œuvre au blanc. Et ensuite, le troisième mouvement qui ramène en fait dans la matière, c'est l'œuvre au rouge. Et ça, c'est le mouvement d'intégration. Ça veut dire que une fois que nous avons choisi le repas, l'idée de la pomme, nous allons manger la pomme. Ça veut dire que cet objet, cet élément, ce nouvel aliment, on va commencer à l'absorber, à l'intégrer. Et du coup, il y aura dans ce mouvement en fait de l'œuvre au rouge, il y aura une nouvelle action dans la matière. Ça veut dire qu'on va vraiment concentrer cette information pour pouvoir petit à petit transformer notre métabolisme, notre physiologie intérieure grâce à l'œuvre au rouge. Et ça, on le fait, en fait, ces mouvements-là, on le fait systématiquement, quotidiennement, mensuellement, et puis aussi dans notre vie. Donc, de manière générale, ces trois mouvements, on les retrouve dans chaque objectif qu'on se met et dans chaque action qu'on va entreprendre. Il va y avoir en fait systématiquement à un moment donné le fait de vouloir se détacher de quelque chose. Si je prends par exemple un exemple que j'aime bien donner, qui me fait souvent rire, c'est que si vous avez par exemple chez vous une vieille armoire, c'est un exemple très pragmatique, hein, si vous avez une vieille armoire vaudoise ou fribourgeoise, et puis que cette armoire, elle vous vient de grand-maman depuis des années, et puis vous la trouvez vraiment chouette, mais votre conjointe, elle trouve cette armoire un peu sombre, un peu lourde. Elle aimerait peut-être bien changer d'armoire. Vous êtes très attaché à cette armoire parce qu'elle possède en fait une sorte de charge mémorielle liée à la famille. Et puis, ben, vous y tenez. Ça fait déjà 3 fois que vous déménagez avec cette armoire. Et quand bien même cette armoire ne va pas tellement bien dans votre intérieur parce que elle est elle est un peu grande pour la pièce dans laquelle vous l'avez mise, et ben, vous y tenez beaucoup. Et puis, ben, là, arrive une nouvelle relation. Et puis, votre conjointe, elle dit, écoute, cette armoire-là, j'aimerais vraiment qu'on change parce que pour moi, elle me pèse un peu, elle assombrit la pièce, et puis je trouverais vraiment sympa voilà, qu'on trouve quelque chose ensemble. Alors, dans un cas comme ça, si on imagine la version
la plus agréable, où il y a peu de conflits, et puis monsieur accepte finalement quand même de changer l'armoire, eh ben, il va se passer un truc assez intéressant, c'est qu'au moment même où on va imaginer chercher à éliminer cette armoire, on va déjà penser à la future armoire. Ça veut dire qu'on peut se construire une idée dans la tête d'une nouvelle armoire qu'on aimerait mettre dans cette pièce. Et puis, ben, on peut aussi, grâce à Internet, qui est une manière absolument exceptionnelle aujourd'hui de faire de l'œuvre au blanc, ça veut dire qu'on va aller dans le monde immatériel, dans le monde des idées et des possibles, pour chercher plein de possibles qui vont nous amener à se rendre compte qu'il existe dans un futur proche ou lointain un tas de possibles de cette armoire, de cette idée d'armoire. Et pendant ce temps, ben, on va cheminer et puis ben, parfois, on peut faire de l'œuvre au blanc très rapidement en trouvant directement la super nouvelle armoire. Et puis, l'élimination de l'ancienne armoire en postant, par exemple, une annonce sur Anibis, elle va se faire facilement. Et puis, parfois, il va falloir du temps. Mais vous voyez ici que dans cet exemple d'armoire, on trouve d'un côté l'œuvre au noir, ça veut dire la question qu'il va falloir quand même se débarrasser de cette armoire dans la matière, et puis la question en fait de l'accès par l'esprit à différentes informations qui vont nous permettre en fait de façonner cette nouvelle armoire. Mais tant qu'on n'a pas cliqué sur le fameux site, par exemple, IKEA, pour pouvoir configurer son armoire et puis payer son armoire afin de la recevoir à domicile, eh ben, l'œuvre au rouge n'est pas encore faite. Ça veut dire que cette troisième fameuse étape, c'est souvent l'étape la plus complexe, la plus difficile, la plus laborieuse. Et puis, l'étape de l'œuvre au rouge, elle commence au moment même où vous signez un contrat. Alors aujourd'hui, on signe plein de contrats quotidiennement, par une poignée de main, mais aussi en cliquant sur Internet, par exemple. Vous avez d'une certaine manière pour ce soir signé un contrat entre vous et moi, alors voilà, avec des clauses tout à fait agréables, en vous manifestant pour ce soir. Et puis ben, là, maintenant, on est en train de faire de l'œuvre au rouge d'une certaine manière parce que la conférence, elle a lieu maintenant, alors que juste avant, elle était restée encore à l'état d'idée de conférence. Et puis sans Fred, mon allié de ce soir, je ne sais pas si elle aurait eu lieu. Alors, merci à l'allié qui a permis en fait de l'œuvre au rouge de commencer à exister. Alors pour la nouvelle armoire, l'œuvre au rouge va être l'étape qui pourrait pour certains être la plus difficile parce que pour pouvoir accueillir cette nouvelle armoire, il faut faire de la place. Ça veut dire que si vous avez commandé votre nouvelle armoire et que vous n'avez pas encore éliminé l'ancienne sur Anibis et puis que les livreurs sont devant la porte avec les gros cartons, eh ben, vous allez vous retrouver à faire de l'œuvre au rouge, à vouloir commencer à installer dans la matière quelque chose de nouveau alors que vous n'avez pas éliminé l'ancien. Dans des cas comme ça, eh ben, il vaut mieux s'organiser pour que vous puissiez vraiment faire de l'œuvre au noir. Et l'œuvre au noir, elle est super intéressante parce que je l'ai dit avant que c'était la dissolution de la matière, mais ça peut être la dissolution de la matière si par exemple vous vous dites, bon, on la met à la déchetterie dans la benne et puis elle va disparaître parce que elle a plus de valeur et puis moi je préfère que le bois de cette armoire redevienne, voilà, peut être recyclé, etc. Donc là, l'armoire risque d'être détruite. Là, ça sera une œuvre au noir très complète. Mais il est aussi possible de faire de l'œuvre au noir en donnant l'armoire ou en vendant l'armoire. Ça veut dire que l'armoire, elle sera de l'œuvre au noir pour vous, mais elle commencera à faire son petit bonhomme de chemin d'œuvre au rouge et blanc pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est le principe justement du recyclage et des déchets. Et ben, vous, quand vous recevez vos cartons, surtout si vous avez commandé votre armoire chez Ikea, vous vous rendrez vite compte que l'œuvre au rouge, elle est laborieuse parce qu'il va falloir monter cette armoire. Et ça, ce n'est pas encore fini parce que c'est la première étape de l'œuvre au rouge, pardon. Les autres étapes, si je prends l'histoire de l'armoire, c'est qu'une fois que votre armoire elle est montée, vous allez discuter avec madame pour savoir exactement si elle est bien au bon endroit. Et donc, vous allez devoir la déplacer. Vous allez peut-être devoir la pousser avec des copains parce qu'en fait, vous vous êtes vite rendu compte que dans cette pièce, ça n'allait pas. Et c'est grâce à l'œuvre au rouge, en fait, qu'on commence l'expérimentation des choses.
Et puis, petit à petit, vous allez trouver un bon endroit pour votre armoire et vous allez commencer à y mettre vos habits. Et puis, vous allez faire un premier test, vous allez ranger des choses. Et puis, vous allez vous rendre compte qu'il faudra déplacer des placards dans cette armoire parce que c'est peut-être pas optimal. Et puis, vous allez vous rendre compte que peut-être vous allez déplacer des choses encore parce qu'il vous faut d'autres manières de ranger pour que ce soit juste. Et petit à petit, au fil de l'expérimentation de l'armoire, elle va gentiment rentrer dans votre quotidien. Et le jour où vous aurez terminé l'œuvre au rouge, c'est que vous n'aurez plus besoin de penser à l'existence de cette armoire, elle fera partie des meubles. Ça veut dire que l'œuvre au rouge se termine en général quand vous avez, quand ça rentre dans votre quotidien et que ça devient une habitude et un réflexe. Ça veut dire que vous seriez capable, lampe éteinte, de vous retrouver et d'ouvrir cette armoire, de commencer à chercher des choses alors que vous ne voyez rien. Ça, c'est un des signaux que vous avez fait pleinement de l'œuvre au rouge et que vous allez plus devoir penser que cette armoire, elle est nouvelle. Et ça, on le fait systématiquement. Donc là, je vous ai donné un exemple un peu rigolo qui est lié en fait à la commande d'une nouvelle armoire. Mais par exemple, si vous apprenez des nouvelles techniques, par exemple, si vous apprenez à nager assez tardivement, je dirais à 40 ans parce que vous n'avez jamais vraiment nagé avant, et ben, vous allez devoir peut-être faire de l'œuvre au noir parce que vous saviez un tout petit peu nager, un petit peu de manière pas très organisée. Et donc, vous allez devoir désapprendre cette manière réflexe de nager un tout petit peu comme une enclume. Et puis, petit à petit, vous allez donc avoir de la théorie. Ça, c'est l'œuvre au blanc. Donc, la théorie d'un nouveau mouvement. Et ce nouveau mouvement, vous allez commencer à l'assimiler gentiment à partir de la théorie et petit à petit, vous allez faire les gestes et l'œuvre au rouge va arriver et vous allez devoir vous entraîner parce que l'idée, c'est de ne plus avoir besoin de penser à ce que vous faites quand vous êtes dans l'eau. Et puis, si vous étiez, par exemple, dans le cas où vous aviez, par exemple, une phobie de l'eau, eh ben, vous aurez terminé votre œuvre au rouge au moment où vous allez pouvoir être très décontracté dans l'eau, extrêmement calme tout en nageant, sans avoir des hauts le cœur encore, parce qu'à l'époque, c'était une phobie. Et du coup, ben, si par exemple vous rencontrez quelqu'un qui est en slip de bain au bord de la piscine et puis que vous lui dites alors, ces cours de nage, ça va bien, et puis qui vous fait ouais, ouais, super, c'est top. Et puis qu'en fait, vous lui dites bah, tu peux me montrer, ouais, non, moi, je n'ai pas trop envie aujourd'hui, demain je te montrerai. C'est fort probable que c'est une stratégie d'évitement de sa part parce qu'il ne veut peut-être pas montrer en fait qu'il n'est pas 100% à l'aise et donc que son œuvre au rouge n'est pas forcément encore complètement terminée. Ça, c'est deux exemples que je trouve assez sympas pour illustrer en fait que quotidiennement, on fait ça. Alors, finalement, à quoi ça sert de savoir ça, puisqu'en fait, certains vont sans doute se dire, ah bah oui, mais finalement, c'est une évidence. Eh bien, ce que je trouve intéressant, c'est que et dans mon expérience, ça a été le cas, c'est que la phase d'œuvre au rouge est tellement délicate pour certaines transformations très profondes que souvent, en fait, on aura des stratégies pour chercher à éviter les difficultés. Et c'est principalement dans le moment de l'œuvre au rouge que les dynamiques se renforcent et viennent complètement nous confronter à l'endroit de la quête que nous cherchons, que ce soit ne plus avoir peur de l'eau, que ce soit d'avoir une nouvelle armoire, ou alors bien d'autres exemples comme partir en voyage, comme accepter malgré les conflits, de continuer par exemple une relation de couple tout en faisant un vrai travail sur soi dans l'idée du mariage pour le pire et pour le meilleur. Et donc, chaque personne va être en fait face à elle-même au moment de ce travail intégratif. Et puis, l'alchimie nous dit aussi, et là aussi on va faire une incursion du côté du voyage du héros, que si on fait toutes ces différentes étapes et qu'on aboutit l'œuvre au rouge de manière vraiment profonde, c'est qu'il y a
une quatrième œuvre qui débarque, qu'on appelle l'œuvre jaune et qui est considérée comme étant le bonus. Ça veut dire qu'à la fin de ce process d'œuvre rouge, on va acquérir des compétences. Et cette compétence, nous dit l'alchimie, c'est qu'une fois qu'on l'a tellement bien éprouvée, on peut enfin la vivre pleinement et aussi on peut surtout la transmettre. Et donc, si je prends différentes structures, notamment au niveau du voyage du héros, on voit que tous les héros, à la fin d'une quête, et ça on le voit bien dans les différentes séries, par exemple, même des séries fantastiques, c'est que le héros, il gagne quelque chose. Ça peut être, par exemple, dans les jeux vidéo, si je prends Zelda, notre petit personnage Link, il va acquérir un nouvel outil. Il va, par exemple, avoir une nouvelle épée à la fin de sa quête. Et cette épée, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va servir pour la quête suivante. Et donc, notre héros gagne quelque chose. Ça peut être un objet, mais ça peut être une compétence ou alors ça peut être une nouvelle croyance. Parce que ce que j'ai expliqué là, ce mouvement alchimique, il se construit également dans tout ce qui est plan de la pensée et le plan de l'esprit. Pour pouvoir, par exemple, accueillir une nouvelle croyance, un nouveau paradigme, vous allez devoir dissoudre l'ancien paradigme. Et ça se fait de manière chimique dans le cerveau. C'est ça qui est très intéressant. Par exemple, ce soir, il est possible que tout à coup, vous fassiez de l'œuvre au blanc avec certains concepts que je vous donne parce que ça va vous faire un eureka. Et ce eureka, c'est une nouvelle idée, un nouveau concept. Et ce concept, s'il vous plaît, souvent, on va avoir des réactions physiques, physiologiques et émotionnelles. On va faire « Ah, mais c'est trop bien !» Et ça arrive souvent quand on lit un livre. Moi, j'ai souvent lu des ouvrages qui m'ont beaucoup parlé. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le fait de voir formuler cette nouvelle conceptualisation, par exemple, sur une conceptualisation philosophique, ou alors sur la psychologie, ben moi, ça me fait des tilts. Et ce tilt, il me pousse à éliminer une ancienne conceptualisation qui était désuète. Par exemple, il est possible que je voyais la vie d'une certaine manière et que tout à coup, un auteur me montre en fait le chemin d'une autre façon de penser. Et ça, on sait aujourd'hui au niveau neurologique que que le cerveau, en fait, il est plastique. On parle de la plasticité du cerveau qui est, comment dire, assez conséquente chez les enfants, mais en fait, le cerveau reste plastique, heureusement, encore assez longtemps. Ça dépend pour certains, je ne sais pas, mais en tout cas, pour nos niveaux, on observe que le cerveau reste plastique. Et du coup, le cerveau est fait, nos neurones sont faits en fait pour désapprendre. De la même manière qu'il est fait pour apprendre. Alors, des fois, ce n'est pas facile de désapprendre parce que parfois, dans nos éducations, dans le chemin de vie qui nous a amenés jusqu'ici, eh ben, on nous a dit, eh ben, ça, tu gardes bien, c'est important. Alors, il y a des personnes qui ont plus de peine à désapprendre parce qu'on est habitué en fait, à penser d'une certaine manière, à vivre d'une certaine manière. Et donc, pour certaines personnes, l'œuvre au noir va être plus difficile, alors que pour d'autres, ça va être une évidence. Mais ce qui est intéressant, c'est que le chemin, il se fait sur tous les plans. Il ne se fait pas seulement pour une armoire Ikea ou pour apprendre à nager, apprendre à conduire. Il se fait aussi de manière vraiment purement, je dirais, mentale. Et ce cheminement-là, là, j'ai parlé beaucoup de dynamique très personnelle qui s'apparente à l'individu. Mais ce chemin-là, il se fait aussi de manière collective. Ça veut dire que notre humanité aussi, nos groupes, les familles, les groupes de gens vont aussi vivre en fait de l'œuvre au noir, de l'œuvre au blanc et de l'œuvre au rouge dans des dynamiques peut-être parfois souvent sur une plus longue échelle. Et aujourd'hui, c'est intéressant de voir sans
sans vouloir stigmatiser ce qui se passe actuellement, mais on voit qu'on est quand même dans quelque chose qui a l'air de changer, de tourner, de basculer, et qu'on voit que ça touche en fait pas seulement un pays, ça touche finalement toute la planète sur certaines considérations, comme par exemple l'écologie. Et on voit aujourd'hui que c'est pas évident de trouver des consensus mutuels autour de on en est où en fait, on fait quoi. Il y a des pays qui seront peut-être plus avancés sur certaines questions au niveau de l'œuvre au rouge, d'autres pays qui vont se rendre compte peut-être qu'ils n'ont pas fait encore de l'œuvre au blanc, puis que ça serait nécessaire peut-être d'y arriver. Puis en même temps, ben, tout ça, c'est des mouvements et des cycles. Et puis, ben, c'est aussi, finalement, la vie, c'est aussi la somme de ces différents cycles qui nous constituent. Et moi, j'aime bien penser qu'il n'y a pas forcément de juste ou faux à ce niveau-là, mais qu'il y a juste des chemins, des mouvements. Mais par contre, ce qui me fascine, c'est ces dénominateurs communs, ces lois, ces grands mouvements qu'on observe en fait dans toutes les dynamiques. Du coup, je vais commencer. Bonsoir. Salut Laurent, bonsoir à tous et à toutes. Hello! Merci beaucoup pour ces explications qui ont une grande résonance pour moi, où je suis plutôt en train d'expérimenter enfin, il y a déjà un bon bouquet fait, mes vieilles armoires et mes vieux cartons intérieurs, où j'ai bien traversé l'œuvre noire pour me débarrasser de tout ce dont je n'avais plus besoin, tous les schémas répétitifs et autres. Et c'est un cadeau pour moi grâce à ton partage, de voir exactement où j'en suis maintenant, moi, dans ma démarche de changement personnel. Merci. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient poser une question, partager par rapport à ces mouvements-là? Peut-être que effectivement, j'ai essayé de vous donner quelques exemples qui me paraissent amusants ou en tout cas très concrets. Il y a peut-être d'autres éléments que vous pouvez, vous, dans votre parcours, observer à la lueur de ces trois étapes. Alors, j'ai une petite anecdote parce que je suis en déménagement. J'ai encore 20 cartons là dans un couloir et mes meubles sont en place. Et en fait, quand tu racontes ces trois étapes, je me rends compte à quel point elles sont complètement entremêlées parce que j'ai exprès pris un peu de temps en me disant, ah ben, si je ne remplis pas mes étagères maintenant avec ce qu'il y a dans les cartons, peut-être que je me rendrai compte que j'en ai pas besoin. Et puis, au fur et à mesure, je me dis, j'en ai marre de ces cartons, est-ce que c'est pas plus simple de tout remettre en place tel que, sans réfléchir? Et puis, en même temps, on se dit, quand je vois ces étagères vides, je me dis, mais qu'est-ce qui pourrait les remplacer? Comment je pourrais faire ça? Et en fait, tout s'entremêle et il n'y a pas de logique. Et ça, c'est assez génial de voir que finalement, là, moi, je suis prise par un truc extrêmement concret et qu'à côté de ça, il y a plein d'autres domaines dans la vie qui sont en parallèle, mais pas du tout au même stade. Et c'est assez génial de se rendre compte à quel point tout est entremêlé et qu'il n'y a pas de logique et qu'on peut passer de l'un à l'autre sans avoir passé dans un bon ordre. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant de t'entendre parler de ces trois stades qui sont peut-être pas des stades, mais juste des moments qui n'ont pas forcément une progression entre eux. Oui, merci beaucoup pour c'est très intéressant ça. J'allais justement dire un petit mot après. C'est quand, je vais le dire maintenant, c'est qu'en fait, il y a ces mouvements-là, on les vit en parallèle dans les différentes facettes de nous-mêmes et les différentes casquettes qu'on a dans la vie. On peut être en pleine œuvre au rouge dans la casquette de l'employé, comme dans la casquette relationnelle, on peut être dans le départ
de ces étapes-là avec peut-être une rencontre qui nous amène vers l'œuvre au blanc et puis qui va nous permettre après gentiment d'éliminer l'ancien, de faire du tri dans nos relations avant de pouvoir se mettre avec cette personne, par exemple. Et donc, on va vivre des moments complètement différents en fonction voilà, de là où on en est. Et puis, parfois, on a le travail où on est dans des étapes différentes, on a la relation, on a la famille, et toutes ces casquettes sont dans des moments différents. Et il y a des fois des grandes conjonctions de vie chez certaines personnes où j'ai remarqué que tout arrive en même temps. Ça veut dire que ils perdent leur job, ils doivent commencer une œuvre au noir sur tous les plans. Ça peut être en même temps le travail et parfois les choses résonnent entre elles. Ça veut dire on va tout à coup avoir une rupture qui va nous faire changer quelque chose intérieurement, qui très rapidement va nous faire perdre notre travail, partir en voyage et puis tout plaquer. Et des fois, il y a des sortes de grands carrefours où chez certaines personnes, dans certaines circonstances de vie, il y a tout qui bascule au même moment. Et puis après, il y a des cheminements différents. Il y a aussi un truc intéressant que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une fractalité de ces moments-là. La fractalité, je ne sais pas si vous connaissez ce mot. En gros, la fractalité, c'est quand on retrouve le même mouvement à différentes échelles. Un bel exemple de fractalité, c'est le chou romanesco. Vous avez déjà vu le chou romanesco? Ça veut dire que si vous regardez le chou en entier, vous avez une forme. Et puis, si vous rapprochez, vous voyez que vous avez la même forme dans la même forme, la même forme dans la même forme, la même forme dans la même forme, jusqu'à l'infiniment petit. Et puis, cette fractalité, on la trouve avec ces différents mouvements parce que j'ai parlé qu'il y avait un certain ordre, que ça serait bien d'éliminer l'armoire pour ensuite, après, aller choisir la nouvelle. Il y a des chats partout ce soir avec nous, c'est merveilleux. Et puis, et ensuite, intégrer la nouvelle armoire. Souvent, on le fait dans cet ordre-là. Mais parfois, il y a des œuvres au noir qui ne sont pas du tout entamées. Et c'est l'œuvre au blanc qui nous amène à faire l'œuvre au noir. Comme je le disais, par exemple, avec une idée. Parfois, c'est une rencontre. Parfois, c'est un tilt. Parfois, c'est quelque chose qui passe à la télé et puis ça nous fait vriller complètement, puis on part en grand voyage. Ça veut dire qu'en fait, on peut très bien enclencher une œuvre au rouge sans avoir fait une œuvre au blanc, puis une œuvre au rouge sans avoir encore fait l'œuvre au noir, et elle se fera en fonction du cheminement. Et cette œuvre au rouge, elle est aussi très intéressante parce qu'à l'intérieur de l'œuvre au rouge, il y a sans arrêt des petites œuvres au blanc et des petites œuvres au noir. Ça veut dire qu'à chaque étape d'apprentissage, on refait ce même schéma où on va se rendre compte que peut-être pour aller un step plus loin dans l'apprentissage de la nage, on va devoir revenir dans la théorie et puis rechanger de concept. Puis ensuite, on refait un petit bout de chemin. Et puis, etc., etc. Ou mon exemple d'armoire Ikea, où on va la laisser peut-être en plan 2 mois. On va même peut-être des fois se dire, oh, bon, tant pis pour cette armoire, je la laisse vide, elle m'énerve. Et puis, c'est 2 mois plus tard, on va de nouveau se dire, ouais, bon, il faudrait peut-être quand même que je change les placards, que je réagence les trucs. Et donc, pour certaines personnes, ça se fait en 3 jours, et puis pour d'autres, ça peut se faire en 6 mois. Voilà. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que apparemment, dans notre société à l'heure actuelle, l'œuvre au noir semble assez difficile à se faire pour certaines personnes, et je dirais peut-être pour une majeure partie de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on le voit à l'échelle mondiale avec la pollution, c'est qu'on a de la peine à éliminer en fait la matière. Ça veut dire qu'on a tellement fait de l'œuvre au blanc, et aujourd'hui on en fait encore, avec par exemple la nouvelle paire de baskets, et puis 3 jours plus tard, ah mais moi je veux ça. Ça veut dire qu'Internet nous donne énormément de possibilités d'œuvre au blanc, et on se rend compte qu'on consomme et on achète des choses sans avoir forcément intégré les autres choses qu'on avait achetées en faisant de l'œuvre au rouge. On ne les a pas éprouvées. Ça veut dire que ça reste dans une armoire parce qu'on avait juste l'idée d'avoir ça. Et en fait, petit à petit, on cumule des objets qui nous sont finalement pas utiles. Ça veut dire qu'on les éprouve peu, on les éprouve un moment, ou bien parfois même pas du tout. Il y a des gens qui ont acheté des choses qui restent emballées dans des paquets et qu'on va devoir éliminer, bon gré mal gré, à un moment donné, parce qu'elles sont une charge en fait matérielle. Et Une pardon. charge émotionnelle aussi, et ça veut dire des choses que tout d'un coup tu ne peux pas garder parce que ça te ramène à
des souvenirs. Oui, alors complètement, bien sûr. De toute manière, avec les objets aujourd'hui, là je parle de matière parce qu'en fait, dans cet exemple-là, c'est la matière qui est importante. On n'est pas seulement dans un concept à éliminer. C'est que quand c'est un objet, c'est vraiment une matière. Mais alors, tu as tout à fait raison, hein, c'est que ce qui nous rattache énormément aussi aux objets, c'est un lien émotionnel. Et aujourd'hui, il y a le besoin, l'envie ou le désir d'avoir quelque chose. Et puis, dans le cas de l'ancienne armoire vaudoise, c'est un attachement sentimental qui nous fait garder cet objet. Et donc, clairement, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se joue sur la question de finalement la consommation générale autour de ces… Et si je dois éclairer ça à la lueur de ces étapes, c'est qu'en fait, il y a foison d'œuvres blancs qui sont des… L'œuvre blanc, elle est facile à faire d'une certaine façon, parce qu'il suffit juste de se connecter. Et puis, Internet nous offre ça, hein, par exemple. Vous voyez à quel point c'est facile d'avoir cliqué pour venir ce soir. Par contre, des fois, c'est facile de cliquer, puis de s'engager à y être. Pour certaines personnes, ça ne sera pas évident. Et parce que l'engagement, en fait, lui, il nous pousse à justement à se montrer, à exister et à petit à petit faire le chemin. L'œuvre rouge, c'est faire le chemin. L'œuvre blanc, c'est l'idée. Et puis l'œuvre noire, c'est tout ce qu'on doit éliminer et ce à quoi on va être confronté, que ce soit dans la matière, l'émotionnel, le mental, qui n'est plus utile pour nous, en fait. Voilà. En gros. Est-ce qu'il y a d'autres… Laurent, si tu permets. Oui, dis-moi, Olivier. Je suis en pleine œuvre noire, en réalité, parce que je pensais prendre ma retraite. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que j'ai pris ma retraite, notre propriétaire a décidé de fermer la boutique et je dois vendre des bureaux, je dois vider les bureaux, je dois trier les dossiers, etc. Là, je suis en pleine œuvre noire, au noir. Je me réjouis qu'elle arrive au gris parce que finalement, il y a peut-être un intermédiaire qu'on aimerait découvrir. Et puis, j'espère, une fois que j'aurai donné les clés, être dans l'œuvre rouge, voire jaune, avec le « yes », c'est derrière, c'est fini. Mais c'est 20 ans d'activité, d'archives, de chenilles à liquider avec 6 bureaux. Si vous cherchez des bureaux, entre parenthèses, il y en a à vendre. C'est mon œuvre noire. Voilà, ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a des bureaux de libre qui pourront justement permettre à d'autres de faire leur chemin d'œuvre blanc puis d'œuvre rouge après. Donc il y a une transmission qui se fait sans passer par Ikea. Voilà, pour que les bureaux puissent continuer à évoluer. Ouais. Merci pour le partage. Je reviens encore une fois, Laurent. Est-ce que tu parlais de l'œuvre noire qui est difficile aujourd'hui aussi par des charges émotionnelles ou affectives, on pourrait dire ça, par rapport à ton armoire vaudoise ou fribourgeoise? Est-ce que tu as des clés pour justement avancer par rapport à ça, plus que par rapport à est-ce que j'en ai besoin ou pas besoin, mais par rapport à cet aspect en fait de loyauté presque de conservation, on peut dire, c'est ça? Oui. Ouais. Quand tu fais le tri, est-ce que tu as des outils, par exemple, justement, quand il y a des choses que tu repères très, très émotionnelles ou très affectives, est-ce que tu as des clés pour justement aider à dépasser ça? Alors oui, j'ai pas la solution miracle, mais en tout cas, j'ai quelques pistes qui m'ont été utiles ou qui me le sont toujours. Ça dépend bien sûr de la charge émotionnelle qu'il y a entre l'objet et moi. Ce que je fais habituellement, c'est plutôt de sentir en fait si l'objet lui-même, qu'est-ce qu'il me fait. Ça veut dire que j'essaye de prendre un temps avec l'objet. Ça peut être très court parfois, des fois un peu plus long, pour essayer de sentir ce qui se passe en moi. Pour pouvoir identifier cette charge émotionnelle et les projections. Ça veut dire les projections, c'est ce que mon mental construit sur l'objet. Si vous prenez une peluche de votre enfance, vous allez avoir un vécu avec cette peluche et du coup, ça
Ça veut dire que la charge qu'elle contient au niveau formel va automatiquement animer votre esprit aussi. Ça veut dire que vous allez visualiser cette peluche, elle va vous faire du bien parce que vous la voyez. Et donc, petit à petit, je vais essayer d'identifier ça, si tant est que j'ai envie de me débarrasser de cette peluche, hein, parce que, la question qui se pose là, c'est est-ce que finalement, dans la matière, ça devient problématique? Après, si on prend par exemple certains syndromes qui sont devenus des maladies ou les gens qui gardent absolument tout, là, on est dans un domaine qui nécessitera plus que ce que je dis là. Ça veut dire peut-être une thérapie, une aide extérieure, des alliés, ou peut-être Marie Kondo qui débarque. Encore que Marie Kondo, elle a écrit récemment que depuis qu'elle a des enfants, elle n'arrive plus à mettre en œuvre son nettoyage parfait des maisons, si jamais. Voilà, ça m'a fait un peu sourire. Enfin, voilà. Elle était dans l'effet inverse complet de ce qu'elle Parfait. proposait. Oui, oui, oui. Ah là, je lis, je vois des commentaires ritualisés être beaucoup dans ces moments-là. Oui, merci. C'est effectivement ce que je constate, c'est qu'on a des rapports rituels avec les objets, voilà, même sans s'en rendre compte, hein. On va avoir vraiment des rapports un peu parfois étranges et très personnels avec des objets. Et du coup, effectivement, si on veut transformer quelque chose ou bien se débarrasser de quelque chose, certains rituels peuvent aider. Ça peut être des choses très, très simples, hein. Ça peut être dans le cas de... Moi, récemment, j'ai jeté encore quelques peluches que j'avais qui restaient dans la cave de ma maman, que j'ai aidé à déménager. Et puis, en fait, j'ai juste fait un câlin à cette peluche, je l'ai mis dans le sac et puis je l'ai donné à quelqu'un d'autre en visualisant simplement qu'elle allait peut-être faire un autre voyage. Voilà, tout simplement. Après, bien sûr que ça dépend de l'ampleur de la charge qu'on a avec les objets. Voilà. Après, il y a aussi des problèmes parfois qui sont pas inhérents aux objets eux-mêmes, c'est des problèmes organisationnels avec la matière. Ça, c'est encore une autre difficulté. Il y a des personnes qui ont de la peine à avoir le sens des priorités avec la matière. Et ce n'est pas une volonté de cumuler, c'est juste qu'il y a une sorte de désorganisation autour de ça et qui empêche finalement de clarifier ça. Voilà. Est-ce que ça répond plus ou moins à cette question ou cette remarque? Merci beaucoup. Oui, je dirais que... mais peut-être que les étapes du changement de Kübler-Ross, moi j'aime. En fait, c'est vrai que moi, ce qui m'aide énormément, c'est aussi pour ça que je voulais parler de ça ce soir, c'est que d'être conscient des schémas et de là où j'en suis. Ça m'aide énormément, mais mon cerveau est un peu fait comme ça. Alors moi, comme j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir plus ou moins où je me situe, et donc pour moi, c'est un peu comme ces mouvements alchimiques, c'est un peu comme quand je regarde un thermomètre ou un baromètre pour me dire c'est quelle température aujourd'hui, est-ce que je peux sortir et j'en suis où moi en fonction de mon besoin, même entre mon besoin de sortir et la météo à l'extérieur, l'humidité dans ma cave pour le vin, en fait c'est un peu la même chose. J'essaye de faire ça. Mais ça nourrit pas forcément tout le monde, mais moi ça m'aide en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres partages ou questions par rapport à ça sur lesquelles je peux essayer de répondre? Moi, j'aimerais bien partager. Oui. Merci pour l'exposé sur... je ne connaissais pas du tout cette façon de voir les choses et ça m'a interpellée parce que ce n'est pas linéaire en fait. Oui. Et quand tu parlais de déclic et de tilt en lisant un livre personnellement, ça a résonné en moi parce que je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps qu'en prenant conscience de ça, on arrive à intégrer, et si on accepte le changement, qu'on accepte qu'on va pouvoir aller faire une œuvre au rouge parce qu'il y a un changement qui se présente, on a plus, je pense que je vais maintenant avoir de la facilité à faire mon œuvre au noir et à laisser partir, là en l'occurrence, une situation qui ne me convient pas. Oui. Donc, le fait que ce ne soit pas linéaire et que, comme tu l'as expliqué, c'est très enrichissant pour moi. Merci pour le partage. Cool. De toute manière, ce que j'ai constaté dans ma propre vie et puis avec des écrits d'autres auteurs, c'est qu'en fait, l'œuvre au rouge, on n'y coupe pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... On ne peut pas changer ses habitudes
sans avoir en fait ces étapes de répétition ou d'intégration du concept. Par exemple, même ce soir, pour moi, d'être dans un contexte nouveau, parce que j'ai beaucoup plus de facilité à parler aux gens quand ils sont face à moi physiquement. Là, je suis un petit peu, je pense que ça s'est peut-être senti au début, je suis un peu plus flottant parce que c'est nouveau. Maintenant, je suis un petit peu plus à l'aise parce que tout à coup, j'ai des interactions avec vous. Mais je me rends compte que pour moi, c'est clairement de l'œuvre rouge ce que je suis en train de faire parce que je connais très très bien ces concepts. Je les ai racontés plein de fois, je les ai enseignés, je les ai écrits. Et ce soir, simplement de me retrouver avec deux, trois lumières, une caméra, le flottement du début, ben, je me rends compte que mon intégration de ces concepts, elle est peut-être pas suffisante dans un contexte qui est nouveau. Et puis, ben, petit à petit, en prenant la parole, en racontant, ben, j'ai commencé à me mettre dedans. Et petit à petit, il y a un roulement qui s'est fait. Et aujourd'hui, je sais que je sens que pour ma propre compréhension et intégration de ces concepts, ce moment qu'on passe ensemble, il est méga important et il fait son chemin. Ça veut dire que c'est un petit peu comme si vous aviez appris à nager dans la piscine, très confortable, vous êtes hyper tranquille dans la piscine, vous montrez à votre prof que c'est nickel, que vous n'avez pas peur, puis le prof, il fait « Bon, ok, super, demain, on va à la mer ». Et puis que vous vous retrouvez dans le même contexte avec les vagues, ben vous n'allez pas faire le malin parce que vous allez devoir réadapter votre mouvement et votre peur va peut-être ressurgir dans un contexte qui est légèrement différent. Puis moi, c'est ce qui m'arrive ce soir. Donc, je trouve intéressant de voir qu'en fait, c'est jamais vraiment terminé, ce chemin-là. Voilà. Jamais vraiment terminé. J'avais proposé une mini-pause, mais pour moi, ça peut être très, très court. Ça peut être juste 2 minutes. On ne va pas quitter le Zoom. Hein, c'est juste histoire de souffler un tout petit peu pour moi, si vous êtes d'accord. Donc, c'est 21h06. Je reprends juste le temps de boire un petit verre et puis dans 2 minutes. Est-ce que ça vous convient comme ça? Ouais. Super. Merci beaucoup. Je rebondis directement en fait sur le petit schéma des étapes de Kübler-Ross que je trouve très intéressant. C'est les étapes du changement, mais ça a été aussi modélisé pour les étapes du deuil. Et c'est intéressant de voir finalement que le deuil, c'est aussi un élément déclencheur quand, par exemple, on ne s'attendait pas forcément à perdre quelqu'un. Si c'est dans le cas d'un décès, parce qu'en fait, le deuil, on le fait finalement systématiquement parce qu'il suffit simplement de ne pas voir quelqu'un qu'on aime beaucoup pendant un certain temps sans qu'il meure pour qu'on ait un deuil à faire, de quitter par exemple des vacances qu'on a beaucoup aimées, il va falloir aussi faire un deuil parce que c'est un moment, c'est un changement, c'est une transformation d'une routine aussi. Et la psychologue américaine, suisse-américaine Kübler-Ross, elle a beaucoup travaillé autour de ces étapes du deuil. Et puis, elle a modélisé un schéma que je vais vous montrer, vous partager maintenant, qu'on trouve sur Internet assez facilement. Hein. Donc, si vous tapez étape de Kübler-Ross, vous trouvez ce schéma. Et je trouvais intéressant de l'associer aux différentes étapes alchimiques. Voilà, c'est celui-ci. Est-ce que tout le monde le voit? Est-ce que quelqu'un peut me faire signe si c'est OK? Ouais, super, merci. Alors, en fait, vous voyez aussi ici, si vous regardez en fait cette courbe, vous voyez, je vais essayer d'annoter en fait les différentes choses. Donc, ici, ouais, vous voyez quand j'annote. Ici, vous voyez en fait la première étape du changement, c'est souvent un choc. Alors, bien sûr, il y a des degrés de choc. Hein. Ça peut être un choc extrêmement violent comme une guerre, une rupture très, très subite, le décès de quelqu'un, une maladie grave, etc. Et en fait, ce qui a été remarqué de manière empirique, en fait, c'est que au moment où en fait, il y a un choc, il y a d'abord le refus de ce choc. Et si je fais un parallèle avec le voyage du héros qui soutient en fait toute l'écriture des séries et des films, c'est que le héros, au début du film,
Ici, en général, il est dans une zone de confort. Ça veut dire qu'il a un métier, par exemple, et puis soudainement, ici, il perd son travail, par exemple. Et donc, au départ, ce qu'on appelle l'appel à l'aventure dans le voyage du héros, c'est l'appel à l'aventure. Il passe d'abord par un déni. Ça veut dire qu'on va refuser le changement. C'est quasi systématique. Ça peut durer 30 secondes pour certains cas de figure ou certaines personnes, et ça peut durer des mois, voire des années pour certains autres cas de figure. Et puis, ce qui suit le déni, c'est l'émotion de la colère. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va se révolter contre ce qui se passe. On ne va pas être d'accord. Et puis, ce qui accompagne la colère, c'est souvent de la négociation. Donc, par exemple, dans le cas d'un licenciement, on va essayer, par exemple, d'aller négocier, d'aller dire oui, mais voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un arrangement? Et puis, tout ça, c'est empreint souvent de colère. Et puis, une fois qu'on a passé ces étapes ici, colère, négociation, parfois ça peut durer des jours, des plombes. Hein. Cette partie ici, on peut faire des va-et-vient. Ici, on peut faire de nombreux va-et-vient en fait, entre colère, déni, négociation. L'étape suivante, en fait, qui va nous amener au creux de la vague, ça va être ce qu'ils appellent la dépression. Et ça va toucher plutôt à l'émotion de la tristesse. Mais à l'heure actuelle, on est quand même d'accord qu'une des émotions les plus difficiles à exprimer, en tout cas de ce que je peux remarquer même pour moi, c'est la colère. Alors ça va dépendre des gens. Ça va dépendre en fait des situations, puis ça va dépendre de notre rapport en fait à ces émotions. Dans la psychologie, on sait aujourd'hui qu'il y a des émotions authentiques et des émotions parasites. Par exemple, il y a des gens qui se mettent systématiquement en colère pour tout et n'importe quoi, qui sont plutôt colériques, et du coup, ça ne veut pas forcément dire que c'est la colère l'émotion authentique, c'est que derrière, il y a peut-être beaucoup de tristesse, et puis que la colère est une manière de cacher ça. Derrière la colère, il peut y avoir aussi beaucoup de peur. Voilà, la peur, en fait, elle est souvent, alors elle n'est pas marquée ici, mais elle est souvent sous-jacente à toute cette première partie ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est surtout la peur du changement et c'est la peur de la nouveauté. Voilà. Et derrière l'émotion de la tristesse, c'est l'émotion en fait qui nous permet de passer, en général, si elle est authentique, elle nous permet de faire le deuil. C'est vraiment l'émotion qui sous-tend en fait la fin de quelque chose. La colère est plutôt liée à la question de notre limite et nos frontières. Et puis la tristesse, c'est vraiment la question du temps, la temporalité. Et donc, à un moment donné, on va arriver au creux de la vague et puis pouvoir vraiment faire le deuil. Et derrière ça, c'est très joli comme c'est fait, parce que tout de suite, quand on passe de l'autre côté, il y a le début de l'acceptation. Mais il est clair que cette courbe, de nouveau, elle est théorique, parce qu'il est tout à fait possible que dans les étapes déni, colère, dépression, on ait des œuvres au blanc d'acceptation, par exemple. Je vais placer ici les différentes œuvres. Ici, vous avez clairement la descente, c'est l'œuvre au noir. L'œuvre au noir. La montée et l'acceptation, c'est plutôt la vision qui a autre chose derrière, donc c'est l'œuvre au blanc. Et puis, bien sûr que ici, on va vraiment être dans l'œuvre au rouge. Mais il est tout à fait possible, et ça, on le voit quand on a des grands changements dans notre vie, on va pouvoir avoir des moments d'acceptation, des moments de décision, je vais aller dans ce sens-là, et d'un coup, on va revenir en arrière, on va revenir dans le déni, la colère et la négociation. On fait On fait sans arrêt des va-et-vient. Ouais. Et donc, effectivement, une des choses les plus difficiles à faire, ça reste de, accepter que le contexte dont on avait l'habitude, il va se dissoudre. C'est quelque chose de difficile, mais ça dépend des situations et ça dépend des gens. Il y a des personnes pour qui faire de l'œuvre au noir, c'est le plus facile que d'autres.
Ça dépend de l'éducation, ça dépend… Ça dépend de ce qu'on a vécu quand on était enfant. Pardon? Ça dépend de ce qu'on a vécu quand on était enfant, justement. Alors, complètement, ça veut dire que notre manière, en fait, de passer ces étapes, elle dépend énormément d'où on vient. Ça veut dire de qu'est-ce qui s'est passé dans notre enfance, de ce qu'on appelle, en fait, nos traumas. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que la vie nous amène à les revivre. Et donc, cette courbe-là, elle est aussi fractale dans le sens de la temporalité. Ça veut dire on va retrouver des schémas qu'on connaît très bien à chaque fois qu'il y a du changement. Ouais. Je vais quitter cette image pour que je puisse vous retrouver. Voilà. Voilà. OK. Du coup, je trouvais intéressant d'amener aussi cette courbe qui ressemble un tout petit peu à l'autre, mais avec un regard un peu différent sur les différents éléments. Il y a quelqu'un qui pose une question ici. Oui, le fait que j'enregistre, ça signifie que vous pourrez avoir accès à l'enregistrement et vous pourrez réécouter la présentation absolument. Est-ce que sur le fond de ce que je viens d'expliquer là, est-ce que vous avez une remarque ou des questions à formuler? Oui, Laurent. Oui, Fred. Oui, je pensais donc ce que tu disais sur la colère et puis la tristesse. Le psychologue Paul Ekman, qui a beaucoup travaillé dessus, disait justement que la colère, c'est ce qu'on ressent lorsqu'on a un objectif qu'on cherche à atteindre, puis un obstacle nous empêche de l'atteindre. Et donc souvent, comprendre quel est l'objectif, quel est l'obstacle, c'est très utile. Mais si on doit renoncer à l'objectif, c'est là où la tristesse nous permet de faire le deuil et passer à autre chose. Et souvent, la colère signifie qu'on est en lutte, on ne sait pas encore si on peut atteindre l'objectif ou s'il faut renoncer. Et c'est une très jolie, en fait, une très jolie émotion parce que ça signifie qu'on tient à quelque chose. Et parfois, il faut savoir laisser partir la chose. Et souvent, la colère montre qu'il y a un problème qui n'est pas résolu. Oui, bah, merci pour cet ajout. Bah, ce qui est intéressant finalement, ce que tu dis là me fait finalement penser qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de juste ou faux, il n'y a pas de règle. En fait, peut-être, je dirais qu'un des signaux qui pourrait nous dire « Ah, il y a peut-être quelque chose à aller visiter pour changer quelque chose en nous », c'est quand en fait on reste trop longtemps dans une même dynamique. Ça veut dire que si tout à coup, par rapport à un sujet, la colère, le ressasser, les ressentiments durent longtemps sans évolution, ça pourrait être le signe qu'on est bloqué dans une étape. Ça, voilà. Et puis, fondamentalement, les gens qui, par exemple, viennent me voir pour une difficulté, c'est souvent qu'ils tournent en rond avec cette difficulté. Ça veut dire qu'il y a quand même des signaux chez les gens, chez la majeure partie des personnes, qu'ils ont peut-être besoin d'un allié pour passer une certaine étape. Voilà. Mais en fait, c'est vrai que des fois, ces schémas, ils sont chouettes, puis ils ont aussi leur revers. C'est que ça veut dire qu'on peut aussi tout prendre de manière très mentale et vouloir se dire, il faudrait absolument que ce soit comme ça, comme ci. Alors que dans le fond, je dirais que de nouveau, ce qui est important, c'est de l'éprouver. Ça veut dire de le vivre. Parce que ce que je vous explique ce soir, si ça reste croché ici avant de s'intégrer dans votre vie, dans le corps, eh ben, ça va être pas forcément un bon accompagnement. Ça pourrait même être contre-productif parfois si ça reste très théorique et mental. D'ailleurs, c'est là qu'on voit que c'est le chemin le plus difficile, c'est d'absorber tout ça au point que ça devienne des réflexes. Oui. Aujourd'hui, je me permets, j'ai rempli 3 sacs poubelles d'habits que j'ai amenés à donner. Super. Sans même penser ce qu'on avait ce soir comme... je me suis juste dit, il ne faudra pas que je me loupe pour l'heure. Okay. Je suis une spécialiste. Voilà. Donc, j'étais là à l'heure.
Et en plus, ben, j'ai mis ces 3 sacs, j'ai fait de la place. Et comment tu te sens? Ben, au moment où je les ai mis dans cette grande truc, là, je me suis dit, ah, c'est cool, quoi. Ok. Et donc, assez bien. Mais Ok. ça faisait un moment, en fait, que ça cogitait. Oui. Et que chaque fois que j'ouvrais mon armoire, enfin, je tirais mes rideaux, tout, je voyais ça. Puis je me disais, ah. Et là, je suis allée chez Microlino chercher des sacs poubelles noirs. Et Oui. j'ai eu la force de le faire. Et ça m'a fait du bien. Ok. Merci beaucoup. C'est sûrement peut-être l'impulse que tu as eu avec la visioconférence, en tout cas, Peut-être. et que ça m'a accompagnée et donné la force de le faire. Merci pour le partage. Avec plaisir. Merci à vous. Voilà, il est 21h22, on arrive gentiment au bout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait encore envie de dire quelque chose? Si ce n'est pas le cas, ben je ferai une petite conclusion, puis je vais aussi juste vous dire un tout petit peu quel est le programme de ce que je fais cette année. Comme ça, je profite de ce petit moment pour faire un tout petit peu de diffusion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie encore de s'exprimer? Moi, je voudrais juste partager quelque chose par rapport à l'étape en fait de la phase de l'œuvre noire. Pour être passée par une très très grande œuvre noire, j'ai les autres œuvres qui en ont découlé. J'ai juste envie de partager que quand on se trouve finalement dans cette œuvre noire, d'avoir conscience qu'il y a l'œuvre blanc, qu'il y a l'œuvre rouge et qu'il y a le plus de l'œuvre au jaune qui se cache. Dans ces moments de grande œuvre noire où moi je le vis comme un poisson sous l'eau, sous la terre de l'eau, c'est toujours dans ces moments-là difficiles de noirceur que, en tout cas, cette petite lumière du restant du jaune, de la dernière étape, qui aide en fait à se dire, voilà, je suis dans une initiation, mais finalement, je sais que derrière, aussi dur que c'est cette œuvre noire, il y aura quelque chose de bien plus grand et de plus beau. Donc, j'avais envie de partager ça. Voilà. Oui, ben merci pour ça. C'est vrai que ce qu'on appelle de voir la lumière au bout du tunnel, c'est l'œuvre blanc, hein. On n'y est pas encore, elle ne s'incarne pas, mais parfois ça peut être très long jusqu'à ce qu'il y ait une lueur. Mais euh, il y a quand même, il y a quand même souvent des brèches de lueur, même dans des moments extrêmement difficiles. Et cette brèche de lueur, on peut faire confiance quand elle vient vraiment nous donner des espaces de paix, même si ça peut être juste quelques secondes ou une minute. Et parfois, ça suffit à avoir l'espoir du changement. Et donc, effectivement, l'œuvre au blanc, elle est connotée comme liée quand même à cette notion de il y a un futur possible, ou plusieurs. Des fois, pour certaines personnes, de juste savoir il y en a qu'un, eh ben, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et puis, effectivement, ben, on peut penser à toutes les personnes qui sont dans des situations des fois pas évidentes, où, voilà, où des fois, les possibles s'amenuisent. Voilà. Merci pour ce dernier partage. Je voulais juste intervenir encore Oui. parce que pour moi, il y a quelque chose de très fort par rapport à justement quand on est dans l'œuvre noire, pour avoir traversé différentes étapes ces derniers mois et années, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, pour moi, est primordial. Quand j'ai eu une interview dernièrement, parce que j'ai eu un cancer, je suis en rémission et que la personne m'a dit, mais est-ce qu'à un certain moment, ça vous est venu à l'esprit que vous alliez mourir, vous puissiez mourir? Et je lui ai répondu clairement, non. Et c'est vrai qu'à aucun moment, j'ai pensé à la mort. En fait, j'étais vraiment dans et pour moi, c'est ça, l'état d'esprit, c'est cette force, hein, vraiment, où en fait, on va chercher des ressources et faire tout ce qui peut voilà, nous amener à cette œuvre blanc et œuvre rouge, donc. Oui. Et œuvre jaune, on est d'accord. Mais disons, ouais, pour moi, l'état d'esprit est primordial, quoi. Et dans n'importe quelle situation.
Effectivement, merci pour ça. On va terminer avec toi. L'état d'esprit, tu décris bien le mot état d'esprit. C'est qu'en fait, effectivement, l'accès en fait, au champ d'information qui nous entoure, qu'il soit matériel ou immatériel, il se fait par ce canal. Et donc, l'état d'esprit peut aussi se façonner, s'entraîner pour pouvoir justement, dans des moments difficiles, accéder à des possibles. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment s'entraîner, un petit peu comme on entraîne le corps dans certaines situations, on peut vraiment entraîner l'esprit pour lui amener plus de plasticité et de souplesse, en fait. Ouais. Voilà, super. Merci beaucoup pour ce moment. Désolé qu'on ait un petit peu perdu du temps au tout début. Je vois qu'ici, il y a un petit message. C'était intéressant, bien structuré. J'accompagne beaucoup de personnes en changement pour le moment, donc ça résonne bien. Merci beaucoup. La personne qui dit ça, c'est Anaïs. Effectivement, quand on accompagne des gens ou quand on accompagne des personnes mourantes aussi, on est confronté vraiment à ces différentes étapes. Et du coup, là aussi, je parlais de Fred, mon allié pour ce soir. Et vous pouvez être aussi l'allié des autres avec votre conscience, parce que si vous sentez et que ces choses-là résonnent pour vous, vous pouvez aussi mieux vous situer dans la place que vous voulez prendre dans la vie, que ce soit auprès de vos proches, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment amenées à soit faire des tilts dans la tête, il y a des personnes qui sont amenées dans leur structure à aider des gens à faire de l'œuvre au noir. Donc, c'est aussi intéressant de vous demander, mais moi, je suis où là-dedans? C'est par rapport aux autres, pas seulement par rapport à moi. Voilà. Un petit mot sur mes activités. Pour moi, je vous remercie beaucoup. C'est précieux, en fait, d'avoir votre soutien ce soir. Et si vous avez aimé ce petit moment de partage, ces questions, ces grandes lignes et cette conscience-là, la vidéo est enregistrée, je vais la mettre en ligne sur mon site. Je vous informerai par email, donc toutes les personnes qui étaient présentes ici ce soir. Et puis, moi, ce qui serait un immense cadeau pour moi, si vous avez envie de partager aussi quelque chose de ce que vous avez compris ou acquis ce soir, ce qui m'aide beaucoup, c'est le bouche à oreille. Et du coup, si vous pensez, par exemple, ce soir à une seule personne, il suffit d'une seule personne à qui vous vous dites « Non, mais ça serait chouette, j'aimerais vraiment que cette personne, elle écoute cette petite visioconférence. » je vous invite vraiment, si le cœur vous en dit, à envoyer un petit email à juste une personne. Je ne vous demande pas forcément de le faire à 1000 personnes de vos contacts, mais peut-être juste une personne. Et ainsi, le petit bout de chemin va pouvoir se faire. Et du coup, si vous pensez à une personne qui vous vient du cœur, ça sera d'autant plus juste pour cette personne et pour vous aussi. Et puis pour moi aussi, de rencontrer des gens qui ont vraiment envie de partager ce genre de dynamique, que ce soit à distance comme ce soir ou alors en live lors des les différentes activités que je propose. Si vous allez faire un saut sur le site, là où vous vous êtes inscrit, vous allez voir qu'il y a plein d'activités cette année. Et du coup, j'ai un peu refondu mon programme. Et je vais toujours donner donc les formations de géobiologie pour travailler sur les lieux. Mais cette année, elles vont se faire de manière plutôt modulaire. Et du coup, il y aura 28 et 30 avril, du 28 au 30 avril, donc 3 jours, un atelier de base de ce que j'enseigne en géobiologie. C'est vraiment le rapport et le lien en fait, qu'on va faire avec notre environnement, comment on capte l'environnement, on sent l'environnement. Et puis, 2, 3, 4 juin, il y aura un travail sur les lieux sacrés. Ça veut dire que c'est une sorte de mini-voyage initiatique qui est un peu formateur, mais aussi initiatique pour soi, où on va partir sur des lieux en extérieur pour explorer en fait cette manière d'appréhender le monde. Le 18 juin, pour ceux qui ont déjà travaillé avec moi, vous pouvez dire que cette journée existe. C'est une journée découverte. C'est vraiment juste pour essayer.
Si vous avez des gens qui ont envie de me rencontrer, de rencontrer cette démarche, mais qui n'osent pas forcément faire tout de suite 3 jours ou 2 week-ends ou une formation complète, ils peuvent venir essayer le 18 juin. Et puis, les ateliers, par exemple, travail sur les lieux sacrés, c'est aussi possible de le faire si vous avez déjà fait de la géobiologie, puisque en fait, ça pourra être aussi une récapitulation et puis un voyage nouveau. Et puis, cette année, j'ai mis quelque chose de tout nouveau, c'est le 13-14 mai. C'est un stage que j'ai intitulé « Chemin vers soi ». Ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer une dynamique de travail sur soi différente, en groupe, où on va travailler sur notre individualité en relation aussi avec les autres. Et donc, c'est vraiment un week-end thérapeutique. Ce n'est pas un week-end d'enseignement et de formation, c'est un week-end où on va vraiment travailler sur soi. Et puis, il y aura d'autres week-ends qui vont s'installer, notamment à Bulle, chez Fabienne, justement, qui s'est exprimée ce soir, là, qui fait coucou. On n'a pas encore fixé de moment et de date, mais on va justement organiser un week-end sur le changement. Et puis, il y aura aussi pour moi de temps en temps des visioconférences comme celle-ci ce soir sur différentes thématiques. Et puis, vous pourrez me retrouver de temps en temps sur Rouge FM. En l'occurrence, je suis passé aujourd'hui. Et là, j'ai parlé des crises. Ça veut dire que c'est un sujet qui correspond pas mal à ce qu'on discute ce soir, mais j'ai accentué sur qu'est-ce qui nous amène à vivre des crises finalement. Alors, c'est que 15 minutes, mais si vous voulez, vous pouvez écouter le podcast de l'émission Les Grands Méchants Rouges. Je le posterai également sur mon site sous Médias. J'ai mis un nouvel onglet, donc comme ça, vous pouvez retrouver ces interventions et puis partager à des personnes. Voilà, quelqu'un qui me dit merci à toi, aux différents partages. Je retourne également à mes cartons. Parfait. Du coup, des déménagements pour faire de l'organisation et de l'œuvre rouge. Il est 21h33, je crois qu'on peut s'arrêter là, sauf s'il y a éventuellement quelqu'un qui veut encore dire quelque chose. Je laisse encore une petite minute si besoin, et ensuite on prendra congé. Du coup, on va devoir commencer une étape de deuil de notre rencontre de ce soir. Et vous avez peut-être vécu une petite œuvre au blanc aujourd'hui, peut-être ou pas. Ou alors, ça sera un rappel. C'était un rappel, donc c'était plutôt de l'œuvre rouge. Et vous allez pouvoir rentrer chez vous pour commencer à voir votre vie et vos changements peut-être sous un regard nouveau, je vous le souhaite. Et puis, en tout cas, merci de votre confiance. Et puis, à tout bientôt.